Je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui, même si bien sûr j'aurais préféré être présent parmi vous concrètement pour un congrès ou un colloque où nous aurions pu nous rencontrer plus longuement. Je suis heureux de pouvoir vous présenter un petit peu l'état de ma réflexion sur la relation entre la nature, l'épistémologie de la pédagogie d'une part, et d'autre part, le métier d'enseignant, son exercice et sa formation. Je vais partager mon écran pour faire apparaître le diaporama. Voici, vous devez pouvoir maintenant le voir et je remercie Armando Zambrano d'avoir traduit ce diaporama qui va ainsi vous faciliter le suivi de ma conférence. Alors, en introduction, alors là, j'ai un petit problème parce que ça ne passe. Oui. En introduction, je voudrais rapidement renvoyer un petit peu la définition du métier d'enseignant et revoir plus exactement la définition du métier d'enseignant et renvoyer ce métier à ces trois dimensions fondamentales. Le projet d'enseigner, pour moi, en effet, c'est un triple projet. Un projet qui consiste à transmettre, à instituer l'école, mais aussi à faire advenir l'humanité dans l'homme. C'est à la fois un projet anthropologique, un projet politique et un projet philosophique. Un projet anthropologique d'abord. Il faut, dans toute société humaine, que ceux qui sont présents dans le monde accueillent ceux qui arrivent au monde infiniment démunis et leur permettent de s'approprier ce qui va ensuite leur donner les moyens de vivre dans ce monde, de transformer ce monde, d'être libre et autonome dans des collectifs solidaires. Nous n'avons aucun exemple dans l'histoire humaine d'enfants qui aient pu atteindre l'âge adulte sans avoir été éduqués par des adultes eux-mêmes. Nous n'avons aucun exemple d'enfants qui aient pu s'émanciper sans avoir bénéficié d'une éducation. Et tout enseignant s'inscrit ainsi dans un projet anthropologique fondateur, bien antérieur évidemment à la construction de l'école. Mais l'école, et c'est le deuxième aspect de ce projet d'enseigner, est quelque chose de très particulier. L'école, ça n'est pas simplement un lieu pour apprendre, c'est un lieu pour apprendre ensemble. Et le mot « ensemble » est ici aussi important que le mot « apprendre ». À cet égard, l'école est un lieu de construction de la socialité, et c'est un projet dans son institution profondément politique. Instituer l'école pour l'enseignant, c'est construire un espace public qui permet à des sujets de fonder leurs échanges sur la recherche de la précision, de la justesse et de la vérité, plutôt que sur la violence. Cette institution de l'école, elle est dans nos sociétés contemporaines d'autant plus importante que ces sociétés sont menacées à la fois par l'individualisme et le communautarisme et que l'on peine à définir un commun. L'on peine à faire société. Faire société, eh bien, ça commence à l'école et le projet politique de l'école, c'est précisément de faire société. Mais l'enseignant, s'il est à la fois un être qui transmet, un être qui institue l'école par sa présence dans la classe, est aussi quelqu'un qui est porteur d'un projet philosophique fondamental. Ce projet philosophique est celui des Lumières. Et vous vous souvenez sans doute de la définition que le philosophe Kant donnait des Lumières. On lui demandait qu'est-ce que les Lumières. Il répondait sapere aude en latin. Ose penser par toi-même, ose penser par toi-même.
atteint la maturité, dégage-toi de toutes les formes d'emprise, dégage-toi de toutes les formes d'autorité illégitime qui prétendent penser à ta place et faire ton destin à ta place. Ose penser par toi-même, c'est la base de l'émancipation, une émancipation qui permet à chaque individu de ne pas être enfermé dans son origine, de ne pas être enfermé dans ce qui l'a construit initialement, mais de se dépasser en permanence pour participer en tant qu'être libre à la société. Alors, à partir de cette définition du métier d'enseignant, ce projet d'enseigner, ce projet qui est à certains égards fondateur et qui supporte toute la carrière, mais aussi toute la formation d'un enseignant, à partir de maintenant, à partir de là, je voudrais vous amener, si vous voulez, vers la définition d'abord de la pédagogie. Qu'est-ce que la pédagogie? Et pour définir la pédagogie, j'emprunte ici une expression, une définition à un de mes collègues dont j'apprécie beaucoup le travail, Jean Housset. Vous voyez la définition de la pédagogie par Jean Housset qui apparaît sur votre écran. Jean Housset définit le pédagogue comme un praticien théoricien de l'action éducative. Jean Housset explique que le pédagogue n'est pas simplement un penseur, ça n'est pas simplement un praticien, c'est quelqu'un qui pense et qui met en pratique et qui s'efforce de créer de la cohérence entre ce qu'il pense et ce qu'il met en pratique. Le pédagogue, c'est celui qui veut émanciper les sujets et qui se demande comment émanciper les sujets. Le pédagogue est celui qui veut rendre les sujets autonomes et qui se demande comment, concrètement, dans la manière de leur enseigner, il va construire cette autonomie. Le pédagogue est celui qui veut permettre à des enfants, à des adolescents, à des adultes de découvrir la culture et de se découvrir solidaires ensemble dans l'appropriation de cette culture, mais c'est aussi quelqu'un qui n'est pas simplement dans l'intention, c'est quelqu'un qui va concrètement élaborer des outils, élaborer des moyens, élaborer des dispositifs pour parvenir à ses fins. C'est important de dire cela parce que trop souvent en matière éducative, eh bien, il y a d'un côté une théorie, des théoriciens qui sont des êtres tout à fait respectables, mais dont on voit mal comment leurs théories se mettent en œuvre dans le concret des classes, dans le concret de l'éducation familiale, scolaire ou informelle, et de notre côté des praticiens que l'on veut parfois réduire à des exécutants. Eh bien, l'idée que je voudrais défendre ici, c'est que la séparation entre les théoriciens d'un côté et les exécutants de l'autre, ça n'est pas ce qui caractérise la pédagogie. La pédagogie, c'est ce qui conjoint la théorie et la pratique. C'est ce qui veut faire en sorte que chaque acteur dans le système éducatif soit à la fois un théoricien et un praticien, et qu'il cherche en permanence à mettre en relation sa théorie et sa pratique. Il cherche en permanence à relier les finalités d'un côté et les modalités de l'autre. Il cherche en permanence à regarder si ces finalités s'incarnent dans des modalités et si les modalités qu'il met en œuvre renvoient bien aux finalités qu'il a posées. Cette cohérence entre les finalités et les modalités n'est pas du tout donnée a priori. D'une certaine manière, cette cohérence est toujours à conquérir. Il faut conquérir la cohérence parce que, eh bien, entre la théorie et la pratique, il y a un écart, une brèche, dit Jean Housset, et cette brèche, c'est ce qui nous permet en permanence de nous interroger et de progresser. Voilà pour cette première remarque autour de la définition de ce qu'est un ou une pédagogue. Deuxième remarque, essayons de caractériser maintenant ce qui est le propre de l'entreprise éducative. L'entreprise éducative, quand je m'engage
quand je pars dans une action qui veut éduquer les autres. Eh bien, dans tous mes travaux, j'ai essayé de montrer que cette action éducative était toujours au cœur d'une tension constitutive, d'une tension très forte, une tension entre deux principes. Le principe d'éducabilité d'un côté et le principe de liberté de l'autre. Principe d'éducabilité d'abord. Qu'est-ce que c'est que le principe d'éducabilité? C'est l'affirmation que nous ne devons jamais désespérer de quiconque et que nous n'aurons jamais fini de proposer à un enfant, à un petit homme, tous les moyens qui lui permettent d'apprendre et de grandir. Le principe d'éducabilité n'est pas une vérité scientifique. Le principe d'éducabilité, c'est un pari, mais c'est un pari constitutif de notre engagement éducatif. Je ne peux pas enseigner, je ne peux pas éduquer sans faire le pari que les êtres sont éducables. Je ne suis pas sûr, au sens propre, qu'ils le soient, mais je dois parier qu'ils le sont parce que je n'ai jamais fini d'inventer des moyens pour permettre précisément à ces personnes d'apprendre et de se développer. En face d'un échec, eh bien, le rôle de l'éducateur, le rôle du pédagogue, c'est de se demander s'il ne reste pas des moyens qu'il n'a pas explorés et qui pourraient lui permettre de dépasser cet échec. Ce principe d'éducabilité, c'est un principe profondément subversif, c'est un principe qui va à l'encontre de toutes les théories de l'innéisme, de toutes les théories des dons, et qui pose le pédagogue dans une forme d'insurrection au regard de tous les fatalismes, au regard de toutes les exclusions, au regard de tous les oublis de tous ceux et de toutes celles qu'on n'éduque pas parce qu'on les considère comme inéducables et qu'on les laisse au bord du chemin. Nous voyons dans l'histoire de la pédagogie que ce principe d'éducabilité a été porté par des êtres qui ont fait progresser considérablement l'action éducative. On voit que c'est chaque fois qu'un pédagogue, qu'une pédagogue a fait le pari que des êtres réputés jusque-là inéducables étaient en réalité éducables, c'est chaque fois qu'un pédagogue ou une pédagogue ont fait ce pari que l'éducation a progressé, que l'on s'est efforcé d'éduquer des êtres que jusque-là on avait tenus à l'écart de l'éducation. Il y a donc un caractère volontariste dans ce principe de l'éducabilité. Mais ce principe d'éducabilité, aussi essentiel soit-il, peut être dangereux. Il peut être dangereux parce qu'au nom de l'éducabilité, on peut utiliser n'importe quel moyen. On peut, au nom de la nécessité de faire apprendre quelque chose à quelqu'un, eh bien, le mettre sous emprise, développer des dispositifs de contrôle, organiser des situations qui vont circonvenir sa liberté au lieu de lui permettre d'exprimer sa liberté. Et il y a là un danger très fort, un danger que les régimes totalitaires expriment et montrent. Dans ces régimes totalitaires, eh bien, on éduque, mais on éduque indépendamment de la liberté des gens. On éduque par l'emprise, par l'obligation, par la contrainte. Le pédagogue, lui, veut toujours associer au principe d'éducabilité le principe de liberté. Parce que le pédagogue sait que personne ne peut apprendre ni grandir à la place d'un autre. Je ne peux pas apprendre à nager à la place de quelqu'un. Je ne peux pas apprendre les mathématiques à la place de quelqu'un. Je dois permettre à l'autre d'apprendre, mais c'est à lui d'apprendre. C'est à lui d'engager sa liberté. C'est à lui d'avoir le courage de commencer, de se lancer. Moi, je vais tout faire pour qu'il ait ce courage. Je vais mettre en place des ressources, je vais mettre en place un accompagnement, je vais être à ses côtés dans une alliance pour qu'il ose apprendre et se dépasser, mais c'est lui qui devra le faire parce qu'il n'y a pas d'autre éducation que celle que chacun se donne finalement. Et nous sommes là au cœur d'une tension
fondamentale, particulièrement bien exprimée par celui qui a probablement le mieux exploré l'action éducative, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau qui, dans Émile ou de l'éducation, son grand traité, dit ceci: jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien. Alors, tout faire en ne faisant rien, voilà une contradiction qu'il nous faut explorer. Tout faire, pourquoi tout faire? Parce que je dois mettre en place un espace hors menace où la personne va oser s'engager dans quelque chose qu'elle ne sait pas faire. Je dois susciter le désir d'apprendre. Je dois rendre possible l'engagement dans la connaissance. Je dois fournir les ressources qui permettent l'apprentissage. Je dois accompagner le sujet pour lui permettre de repérer ses acquis. Tout ça, je dois le faire. Je dois construire un environnement éducatif. On pourrait dire on doit construire un écosystème éducatif. Mais je dois tout faire en ne faisant rien parce que je ne peux pas agir directement sur la liberté de l'autre, parce que je ne peux pas faire à sa place ce que lui seul peut faire, parce que je dois lui permettre d'agir par lui-même pour devenir autonome, pour s'émanciper. Voilà ce qui est au cœur de l'entreprise pédagogique. Ce qui est au cœur de l'entreprise pédagogique, c'est l'effort pour que chacun puisse apprendre, grandir, s'émanciper, s'allier aux autres dans une société solidaire. Mais cet effort, je ne le fais pas en agissant directement sur la personne. La personne, c'est à elle d'apprendre et de grandir. Je le fais en offrant à cette personne des espaces, des ressources, des moyens, des outils. Je le fais en me mettant en quelque sorte dans la position de celui qui crée les conditions pour que la personne s'engage elle-même, qu'elle s'engage à apprendre, qu'elle s'engage à grandir. Vous connaissez peut-être la célèbre formule de Makarenko qui disait « Quand un enfant est malade, il faut soigner le milieu. Quand quelqu'un ne va pas bien, eh bien, il faut organiser autour de lui tout ce qui va lui permettre de trouver en lui la force d'aller mieux, la force de s'engager dans quelque chose qui lui permettra de se libérer. Une éducation authentiquement émancipatrice est une éducation qui permet à l'autre de se libérer. Ce n'est pas une éducation qui le libère par la force et par la contrainte. Il n'y a pas de liberté par la contrainte. Il y a une liberté qui émerge parce que je crée autour du sujet et avec le sujet les conditions et les moyens pour que cette liberté émerge. Alors, vous avez vu que dans la diapositive qui apparaît sous vos yeux, je parle de créer un espace libre de menaces, hors menace. C'est très important pour moi, un espace hors menace, parce que si nous réfléchissons bien à ce que c'est qu'apprendre, et on trouve déjà la définition chez un philosophe comme Aristote, si nous réfléchissons bien à ce que c'est qu'apprendre, nous découvrons qu'apprendre, c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, mais pour savoir le faire. Et on doit le faire sans savoir le faire pour apprendre à le faire. Eh bien, faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour apprendre à le faire, ça demande une certitude, la certitude de pouvoir se tromper sans risque, de pouvoir tâtonner sans être humilié, de pouvoir s'essayer sans être condamné si on n'y arrive pas. Et nous touchons là à un point fondamental de la pédagogie. La pédagogie, c'est ce qui permet à quelqu'un de s'engager, mais aussi de se tromper, mais aussi de tâtonner, mais aussi de chercher à faire mieux toujours, sans le mettre en situation d'infériorité, sans le mettre en situation de peur, sans le mettre dans une situation où il renoncerait finalement à sa propre émancipation. Alors oui, nous sommes là au cœur du paradoxe pédagogique, nous sommes là au cœur de la définition même du métier d'enseignant. Le métier d'enseignant,
consiste à organiser des situations qui permettent aux élèves d'apprendre par eux-mêmes. Alors, ils ne peuvent pas apprendre par eux-mêmes sans l'enseignant. Il faut que l'enseignant organise des situations, mais dans ces situations, il faut que l'élève s'engage, soit acteur, il faut que l'élève cherche, il faut que l'élève s'essaye, il faut que l'élève s'associe avec d'autres, il faut que l'élève aille de l'avant, et mon travail, c'est de l'aider dans cette entreprise d'émancipation. C'est Paulo Freire qui dit nul n'éduque personne. Nous nous éduquons ensemble par l'intermédiaire du monde. Nous nous éduquons ensemble par l'intermédiaire du monde. Eh bien, en cette année, fêtons le centenaire de Paulo Freire. Je voudrais dire à quel point il me semble qu'il a raison dans son propos. Nous nous éduquons ensemble par l'intermédiaire du monde, et le rôle de l'enseignant, c'est de créer dans la classe ce petit monde qui permet de s'éduquer ensemble. Voilà. Je voulais insister sur ce point, après vous avoir dit ce qu'était un ou une pédagogue, après vous avoir expliqué qu'il était à la fois un homme d'action, une femme d'action et un homme ou une femme de théorie. Je voudrais vous dire, je vous dis là qu'il est au cœur de cette contradiction fondatrice. Alors, qu'est-ce qu'un pédagogue? Qu'est-ce que la pédagogie ou qu'est-ce que l'action pédagogique? Allons maintenant encore un peu plus loin et demandons-nous qu'est-ce qu'une doctrine pédagogique. Le mot doctrine est un terme qui peut prêter à confusion. Doctrine, ça n'est pas complètement une théorie, c'est un projet, c'est une manière d'appréhender l'activité éducative. Il y a des doctrines pédagogiques noires. Hein, on parle de pédagogie noire pour définir la pédagogie utilisée par les nazis, par exemple. Hein. Les nazis avaient une doctrine pédagogique extrêmement précise et une doctrine extrêmement dure, mais c'était une doctrine pédagogique. On a une doctrine pédagogique du côté, par exemple, de Skinner, de l'enseignement programmé. On a d'autres doctrines pédagogiques du côté de Rogers et de la non-directivité. On a une doctrine pédagogique du côté de Célestin Freinet. On a une autre doctrine pédagogique du côté de Maria Montessori. On a une doctrine pédagogique chez Paulo Freire. Toutes ces grandes figures de l'histoire de la pédagogie nous proposent une doctrine pédagogique. Et qu'est-ce que c'est que cette doctrine pédagogique? Essayons de comprendre de quoi elle est constituée. Eh bien, pour moi, une doctrine pédagogique est constituée de 3 éléments indissociables. 3 éléments indissociables qui sont d'un côté les finalités, d'un autre côté les connaissances et enfin les pratiques. Si vous prenez l'œuvre de Paulo Freire ou de Maria Montessori ou de Célestin Freinet, eh bien, vous trouvez chaque fois des finalités. Chez Maria Montessori, ses finalités sont théologiques. C'est une catholique, pratiquante, proche du pape, hein, et qui a une certaine conception de l'enfance. Bon. Chez Paulo Freire, ses finalités sont plutôt philosophiques et politiques. Mais dans tous les cas, il y a une finalité. Cette finalité, c'est la manière de répondre à la question, eh bien, quel enfant je veux former, quel humain je veux former et pour quelle société. Toute doctrine pédagogique a des valeurs. Alors parfois, ces valeurs, la doctrine pédagogique les cache. Parfois, ces valeurs, elle les affirme. Mais il y en a toujours des valeurs. Et quand on les cache, quand elles sont cachées, c'est à nous d'aller les débusquer. Il y a les valeurs. Dans une doctrine pédagogique, il y a aussi des connaissances. Il y a des connaissances mobilisées. Toute doctrine pédagogique se déroule à un moment donné, dans un temps donné, et s'appuie sur des connaissances données. Eh bien, Maria Montessori s'appuie sur des connaissances qu'elle a acquises en tant que médecin sur le développement de l'enfant. Rogers s'appuie sur des connaissances qu'il a acquises en tant que psychosociologue auprès de Lewin. Hein. Paulo Freire s'appuie sur des connaissances sociologiques, des connaissances historiques, des connaissances philosophiques autour de ce que c'est que l'émancipation, et l'émancipation par l'entrée dans la langue. Il y a toujours des connaissances. On s'appuie sur des connaissances, il faut des connaissances
pour rentrer dans la pédagogie. Ces connaissances sont nécessaires parce qu'elles nous éclairent sur la manière de mettre en œuvre nos finalités. Et ces connaissances, elles émanent d'un certain nombre de sciences qu'on appelle les sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation, ce sont les connaissances qui permettent d'éclairer l'acte pédagogique. Alors, il y a des connaissances en biologie. On ne peut pas faire de pédagogie sans connaître un petit peu comment l'enfant se développe. Il y a des connaissances en psychologie, il y a des connaissances en sociologie, il y a des connaissances en linguistique. Aujourd'hui, on a des connaissances en neurosciences. On a des connaissances dans toute une série de domaines. Ces connaissances, elles ne sont pas là pour nous dicter nos comportements. Elles sont là pour éclairer nos comportements et nous permettre de mettre en œuvre, en articulation avec les finalités, des pratiques. C'est le troisième pôle d'une doctrine pédagogique, le pôle des pratiques. Les pratiques, ce sont les institutions. La classe est une institution. On pourrait imaginer une école sans classe ou avec des classes de 100 ou avec des classes où les gens sont devant des ordinateurs ou bien une école avec des tout petits groupes. C'est une institution. C'est une manière d'enseigner. Il y a des situations. Le cours magistral est une situation, le travail de groupe est une situation, le monitorat est une situation, le travail individualisé est une situation, etc., etc. Il y a des méthodes. On peut avoir une méthode inductive, une méthode déductive, une méthode fondée plutôt sur les exemples, une méthode fondée plutôt sur la démonstration rigoureuse. Il y a des outils. Les outils, ce sont les manuels, mais pas seulement. Quand on travaille dans des disciplines scientifiques, il y a une multitude d'outils qui ne sont pas des manuels scolaires. Alors, ce que je veux vous dire là, c'est qu'une doctrine pédagogique est un tout qui associe dans un paradigme éducatif des valeurs, des faits et des méthodes, des moyens concrets. Des valeurs, des faits et des moyens concrets. Et il y a toujours les trois dans une méthode pédagogique. Parce que s'il manque un de ces trois éléments, eh bien, la pédagogie disparaît. S'il manque les finalités, la pédagogie, elle est réduite à quoi? Elle est réduite à un tandem, à une association des connaissances et des pratiques. Mais au service de quoi? Au service de quel humain? Au service de quelle société? On n'en sait rien. Ou plus exactement, on finit toujours par le découvrir et par le savoir, mais souvent, c'est un peu caché et pour des raisons relativement justifiées. On peut imaginer qu'il y aurait simplement des valeurs et des moyens concrets. Mais s'il y a des valeurs et des moyens concrets et que cela ne soit pas éclairé, illustré par un certain nombre de connaissances scientifiques, eh bien, on va se trouver en face d'une pédagogie tâtonnante qui produira parfois des résultats à l'inverse de son projet. J'ai montré moi-même dans mes travaux, au tout début de mes recherches, que des pédagogies qui avaient pour finalité la coopération entre les élèves et qui proposaient des pratiques coopératives pouvaient aboutir à l'inverse des finalités qu'elles visaient parce qu'elles ne connaissaient pas ce qui se passait dans les groupes, parce qu'elles ignoraient la psychosociologie, parce qu'elles ignoraient les théories du conflit socio-cognitif et qu'elles ne se rendaient pas compte qu'il ne suffit pas de mettre des élèves en groupe pour qu'ils collaborent, il faut aussi organiser cette collaboration. Donc, si on met en lien le pôle des finalités et le pôle des pratiques sans qu'il y ait de connaissances, eh bien, nous n'avons pas un modèle pédagogique cohérent. Un modèle pédagogique cohérent met toujours en relation ces trois éléments. Ces trois éléments qui sont hétérogènes, qui ne relèvent pas de la même nature. Des valeurs, ça relève de la philosophie, de la théologie, de la politique, c'est des finalités. Des faits, ça relève de la science, d'une approche positive, vérifiable. Des moyens concrets, ça relève de l'invention, de l'inventivité de ceux et celles qui les élaborent. Et c'est le lien entre ces trois éléments qui fait la cohérence d'une doctrine pédagogique.
Alors, si je me suis permis de vous dire cela, c'est parce qu'il me paraît extrêmement important que tous les enseignants soient conscients qu'il y a ces trois éléments nécessaires à relier et à relier de manière cohérente dans l'exercice de leur métier. Aujourd'hui, si on regarde certains discours qui sont diffusés par exemple par certaines organisations internationales, il n'y aurait plus de finalité. On irait vers simplement des connaissances scientifiques issues par exemple des neurosciences qui dicteraient les pratiques. Mais ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que si on ne réfléchit pas sur les finalités de l'acte éducatif, eh bien, on est manipulé. Et on est manipulé pour un projet de société dans lequel parfois on est embarqué sans le vouloir. On voit aussi qu'il peut y avoir des enseignants qui refusent de regarder du côté des connaissances scientifiques et on voit que ça engendre pour eux beaucoup de désillusions. Et puis, on peut imaginer, mais c'est rare, mais quand même, ça peut exister, un lien entre les finalités et les connaissances qui se désintéressent totalement des pratiques. À ce moment-là, on a une pédagogie qui est intentionnelle, purement théorique, et qui ne s'incarne pas, qui ne se concrétise pas dans l'action quotidienne. Alors, si je vous ai dit cela, c'est parce qu'à partir de là, nous pouvons avancer et avancer pour regarder en quoi les doctrines pédagogiques nous permettent d'y voir plus clair dans nos pratiques et d'exercer notre jugement. Elles nous fournissent en même temps, et c'est important en même temps, des clés de lecture des situations que nous rencontrons, des outils dont nous pouvons nous inspirer, et pour aiguiser notre inventivité et notre lucidité. Elles nous fournissent une multitude de choses et elles permettent aux pédagogues d'être un concepteur, inventeur, chercheur. Moi, je crois qu'il y a là un vrai enjeu. Soit on considère que le pédagogue, l'enseignant, est un simple exécutant de procédures standardisées qui ont été stabilisées dans des laboratoires et qui sont imposées d'une manière behavioriste et taylorienne à des personnes qui doivent les mettre en œuvre de façon mécanique. Et à ce moment-là, on a un système éducatif qui est un système qui ne peut pas être émancipateur puisque des enseignants qui ne sont pas émancipés ne peuvent pas émanciper leurs élèves. Hein. Soit on va vers des enseignants qui sont réellement lucides, conscients, qui apprennent à prendre des décisions. Et j'insiste beaucoup sur cette notion de décision, à prendre des décisions en fonction de ce qu'ils savent, de ce qu'ils voient et de ce qu'ils veulent. Prendre une décision en fonction de ce qu'ils savent, de ce qu'ils voient et de ce qu'ils veulent. De ce qu'ils savent. Il faut qu'ils sachent qu'est-ce que ça signifie tel comportement d'élève. Il faut qu'ils sachent quelles sont les difficultés épistémologiques dans l'apprentissage de telle ou telle discipline. Il faut qu'ils le sachent. Il faut que ça fasse partie de leur culture. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils voient aussi. Il faut qu'ils voient la classe. Il faut qu'ils voient ce qui se passe. Il faut qu'ils observent comment les élèves réagissent. Mais aussi, il faut qu'avec ce qu'ils savent et avec ce qu'ils voient, ils décident de ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire des élèves autonomes, libres, émancipés, solidaires, ou bien ils peuvent vouloir faire des élèves qui sont dans une concurrence permanente les uns à côté des autres, qui cherchent chacun à piétiner les autres pour réussir à leur place ou réussir, je vous prie de m'excuser, ou réussir en les écrasant. Eh bien, le pédagogue, il a à choisir là. Rien de ce qu'il fait ne sera complètement innocent au regard de ça. Chaque geste, chaque acte que j'effectue dans la classe dit quelque chose de la société que je veux créer.
Est-ce que je veux créer une société de solidarité ou une société de concurrence? Est-ce que je veux créer une société d'exclusion ou une société d'intégration? Est-ce que je veux créer une société fondée sur la joie de partager les savoirs? Ou est-ce que je veux créer une société où quelques-uns simplement ont le savoir pendant que d'autres sont réduits à des tâches d'exécution? Alors, à partir de là, je voudrais vous proposer rapidement une grille de lecture que j'ai mis en place récemment pour aider les enseignants à comprendre ce qu'ils font et pour aider ceux qui forment et qui accompagnent les enseignants à leur permettre d'être plus lucides et plus efficaces dans leur pratique. J'utilise cette grille. C'est une grille qui permet de réguler le comportement de l'enseignant en percevant les tensions inhérentes au cœur de son activité pédagogique. Alors, pourquoi cette idée de tension inhérente? Parce que je crois que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la pédagogie est au cœur de contradictions. Principe d'éducabilité, principe de liberté. C'est une contradiction. Eh bien, cette contradiction, elle va se décliner en permanence à différents niveaux dans l'activité pédagogique quotidienne. Elle va se décliner en ce que j'appelle des tensions structurantes. Alors, la première de ces tensions structurantes serait celle qui oppose la priorité à la programmation d'un côté et la priorité à l'événement de l'autre. Alors, comprenons-nous bien, tout enseignant doit avoir à la fois une programmation et être disponible à l'événement. Une programmation parce qu'il doit organiser son enseignement, prévoir son objectif, identifier les situations d'apprentissage, mettre à disposition les ressources, imaginer les exercices, construire l'évaluation. Tout ça, c'est de la programmation. Et la programmation, en général, elle est présente, elle existe avant même d'entrer dans la classe. Il vaut mieux que l'enseignant ait cette programmation en tête avant d'entrer dans la classe. Mais s'il s'en tient scrupuleusement à cette programmation, eh bien, l'enseignant risque de rater complètement la prise en compte de tout ce qui se passe sous ses yeux, la prise en compte des événements. Tel élève qui bute sur un mot, on ne l'avait pas prévu. Tel groupe d'élèves qui n'avait pas compris alors qu'on imaginait une notion antérieure. Tel élève qui va à tel moment avoir une réaction imprévue. Tel élève qui va proposer un exemple auquel on n'avait pas pensé, et ainsi de suite. Si l'enseignant n'est pas attentif à cela, à ces événements qui émergent dans la classe, eh bien, alors il risque de s'enfermer dans une programmation et il risque de se couper complètement de la réalité des élèves. Mais l'inverse est vrai aussi. S'il est entièrement dans l'attention à ces événements qui se déroulent, eh bien, l'élève est perdu. Il n'y a plus de compréhension du projet dans lequel il est. C'est la raison pour laquelle, dans le modèle que j'utilise, j'emploie une métaphore qui consiste à dire que le travail de l'enseignant consiste à déplacer le curseur sur une ligne. Quand on voit que la programmation est en train de devenir trop formaliste, trop rigide, eh bien, on est attentif à ce qui se passe. Mais quand on est trop attentif à ce qui se passe, on voit qu'on perd la linéarité, on perd la cohérence de ce que l'on enseigne et il faut revenir à la programmation, déplacer le curseur. Et pour déplacer le curseur, eh bien, il faut exercer son jugement. Aucune machine, aucun robot ne peut faire cela. C'est l'enseignant pédagogue qui saura, au moment nécessaire, dire « Ah là, je fais une entorse à ma programmation parce que je prends en compte l'événement qui émerge et là, ben, j'arrête de prendre en compte les événements parce que sinon, les élèves vont perdre de vue ma programmation. » C'est l'exercice du jugement et cet exercice du jugement, c'est ce qui fait le pédagogue acteur.
Deuxième tension, c'est la tension que l'on trouve extrêmement présente dans les travaux de sciences de l'éducation, les travaux pédagogiques, c'est la tension entre la découverte et la formalisation. La découverte, eh bien, c'est tout ce que nous avons hérité des méthodes actives, tout ce que nous avons hérité de l'éducation nouvelle. La formalisation, eh bien, c'est ce que nous avons hérité de tout le courant issu de Comenius, tout le courant issu d'une pédagogie rationnelle. Bon. Et on voit bien qu'entre les deux, là encore, eh bien, il y a une tension. Bien sûr, il faut que les enfants découvrent, mais il faut aussi qu'ils identifient ce qu'ils ont découvert. Bien sûr, il faut qu'ils formalisent, mais il faut qu'ils formalisent des choses qui, pour eux, ont du sens, donc qui renvoient à la découverte. Et puis, une troisième tension qui me paraît, elle aussi, très importante et que j'emprunte à Jean Piaget dans un de ses derniers ouvrages, quand Jean Piaget oppose réussir et comprendre. Priorité à la réussite d'un côté, priorité à la compréhension de l'autre. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer cela, parce que Piaget emploie ici des termes qui sont peu distingués. Il emploie réussir au sens de réussir à tout prix, réussir quitte à aller chercher le résultat en demandant son avis à quelqu'un qui a déjà acquis la connaissance, ou réussir en utilisant des procédés de divination, ou réussir en recopiant, ou réussir en imitant. Réussir, c'est pas nécessairement chercher à comprendre. Réussir, c'est vouloir à tout prix obtenir un résultat le plus vite possible, sans avoir nécessairement compris les mécanismes par lesquels on réussit. Eh bien, il faut avoir cette priorité à la réussite, parce que les élèves veulent réussir les tâches qu'on leur propose, mais il faut aussi, de temps en temps et régulièrement, donner la priorité au comprendre, c'est-à-dire non pas aux tâches, mais aux objectifs. Nous trouvons là une distinction fondamentale de la pédagogie, la distinction entre la tâche et l'objectif. La tâche, c'est ce que les gens font matériellement, concrètement, ils font un exercice, mais la tâche n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est ce qu'ils comprennent en faisant l'exercice. Si l'élève fait l'exercice sans avoir compris, même s'il le réussit, par hasard, ou parce qu'il a copié, ou parce qu'il a imaginé la réponse, il n'a pas progressé. Et donc, nous avons besoin régulièrement de déplacer, là encore, le curseur entre la réussite et la compréhension. Alors, j'avais préparé des diapositives beaucoup plus précises qui détaillent ces trois tensions. Sur la diapositive que vous voyez apparaître, je détaille d'une manière assez précise, d'un côté la priorité à la programmation, de l'autre côté la priorité à l'événement. Du côté de la programmation, vous voyez qu'il y a la structuration, la rationalité, l'articulation, la pertinence, la rigueur, les évaluations. Du côté de l'événement, eh bien, il y a les réactions des élèves, les objections qui émergent, les indicateurs qu'il faut être capable de saisir, la capacité pour l'enseignant à modifier le rythme, à introduire ou supprimer des éléments au fur et à mesure. Eh bien, dans les travaux que je mène, je m'aperçois que ce que l'on appelle les bons enseignants, ceux qui permettent à l'élève à la fois d'apprendre et de s'émanciper, de devenir autonome, sont ceux qui savent déplacer le curseur et qui jouent sur à la fois la compétence programmative et la compétence dans la prise en compte de l'événement. On peut proposer un tableau du même ordre pour expliquer la différence entre la priorité à la découverte et la priorité à la formalisation. Vous voyez que dans la priorité à la découverte, vous avez tout le vocabulaire qui relève des méthodes actives de l'éducation nouvelle, etc. Mobilisation de l'intérêt, mise à disposition des matériaux, situation problème, etc., etc. Dans la formalisation, eh bien, c'est l'identification des acquis, les objectifs, les procédures à maîtriser,
c'est le repérage des acquis au fur et à mesure, c'est la capacité à structurer les acquis, c'est la capacité à mémoriser et à transférer ce que l'on a appris. Et nous sommes là au cœur d'un des enjeux majeurs de lutte contre les inégalités scolaires. Parce qu'on voit bien que pour les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, ils font le travail, mais ils n'identifient pas ce qu'ils ont compris à travers ce travail. Et ils sont incapables de le mémoriser et de le transférer. Donc, nous avons la nécessité de la formalisation, mais ça n'empêche pas que nous avons aussi la nécessité de la découverte, parce que c'est cette découverte qui met l'élève en dynamique d'apprentissage. Et puis, je pourrais continuer en vous proposant un tableau qui présente la priorité au réussir et la priorité au comprendre. Priorité au réussir, eh bien, il faut mettre les élèves en activité, il faut organiser le travail pour que chacun puisse s'y investir. Mais enfin, à partir de là, on n'a pas nécessairement fini son travail si l'on n'a pas compris les différents obstacles qui émergent, si l'on n'a pas compris ce qui se joue à travers ces obstacles. Et qu'est-ce qu'il nous faut comprendre pour dépasser ces obstacles. Je voudrais ici vous préciser cela en ajoutant une distinction sur laquelle je travaille souvent, qui est la distinction entre le désir de savoir et le désir d'apprendre. On croit trop souvent que c'est la même chose, le désir de savoir et le désir d'apprendre, mais ce n'est pas la même chose. Quand je veux absolument savoir, en général, je préfère savoir sans apprendre. Et je veux savoir ce qui me comblera le plus vite possible et ce qui me permettra de ne plus avoir à apprendre. Une théorie du complot, ça comble mon désir de savoir. Un slogan populiste, ça comble mon désir de savoir. Et ça m'empêche d'avoir le désir d'apprendre. L'enseignant, il doit faire passer l'élève du désir de savoir à tout prix, au désir d'apprendre, et en acceptant qu'apprendre, c'est pas savoir tout de suite, et c'est peut-être ne jamais savoir complètement. Il y a là quelque chose de fondamental. Et je crois que nous avons à travailler aujourd'hui sur cette distinction entre savoir et apprendre. Le populisme fournit aux humains des savoirs caricaturaux, des théories du complot, des slogans qui ne permettent pas à ces humains d'engager des apprentissages, mais qui les enferment dans des certitudes. Certitudes qui bloquent les apprentissages. Eh bien, le rôle de l'enseignant, c'est de libérer les personnes des certitudes de ce qu'ils croient savoir pour leur permettre d'engager un apprentissage qui n'est jamais terminé et qui les construit, qui les constitue comme de véritables citoyens, parce que ce seront des citoyens exigeants, très exigeants, et que ce seront des citoyens capables de s'engager dans une authentique démocratie. Alors, pour non pas terminer là-dessus, mais illustrer cela, un petit tableau sur les tensions quotidiennes, parmi bien d'autres, qui sont à arbitrer au quotidien dans la classe par les enseignants, et entre lesquels il faut faire bouger le curseur. Alors, vous les voyez, cours dialogués, classe, cours alternés, avec des exercices, par exemple, enseignement simultané ou pédagogie différenciée, exposé du maître ou de l'élève avec des situations d'apprentissage, travail individuel, échange entre élèves, travail disciplinaire, travail interdisciplinaire, travail par le maître, travail avec personnes ressources, ainsi de suite. Nous avons une multitude de choix et l'enseignant, c'est celui qui est capable de faire les bons choix
au bon moment pour amener sa classe au bon endroit. Voilà. Je vous propose là une nouvelle diapositive sur laquelle il y a encore un certain nombre de choix qui vous sont proposés. Et j'insiste sur le fait que aucun de ces choix ne peut être dicté par d'autres à l'enseignant, par d'autres a priori. Ce qui caractérise la situation de l'enseignement, la situation du pédagogue dans sa classe, c'est qu'il est face à une situation qui est singulière. Elle se déroule là pour la première fois et elle ne se reproduira pas. Bien sûr, il y a des éléments qui rappellent des situations antérieures, mais ces élèves-là, à ce moment-là de leur développement, à ce moment-là de leur apprentissage, ce jour-là, ils constituent une situation particulière que je ne peux pas réduire à un stéréotype. Cette situation particulière, c'est une situation vivante parce que ces élèves sont singuliers, parce qu'ils ne ressemblent pas aux autres élèves, parce qu'ils ont vécu des histoires singulières et parce que nous vivons ensemble dans la classe une histoire singulière commune. Et parce que nous sommes dans cette histoire singulière commune, eh bien l'enseignant, il a à s'engager, il a à prendre des décisions, il a à observer, il a à repérer, il a à choisir, il est un acteur, il n'est pas un exécutant, comme on voudrait souvent nous le dire, et comme un certain nombre d'institutions et de travaux internationaux voudraient nous le faire croire aujourd'hui. Je vais vers la conclusion, puisque je devais intervenir pendant 1 heure et que le temps passe très vite. Je vais vers la conclusion en vous disant à quel point, pour moi, enseigner, c'est un métier d'expert. C'est un métier d'expert. L'expert, c'est celui qui articule le détail et les modèles, les décisions et les enjeux. L'expert est celui qui sait prendre la bonne décision pour arriver à réaliser les finalités auxquelles il aspire. Voilà, il sait que telle petite décision sur tel détail va permettre d'engager quelque chose qui va favoriser les apprentissages, l'émancipation, la création d'une collectivité de travail solidaire entre les élèves. L'enseignant est un expert, et c'est un expert qui agit librement à chaque instant et qui doit à chaque instant agir en exerçant son jugement de la manière la plus pertinente et la plus efficace. Oui, enseigner, c'est un métier d'expert. Mais enseigner, pour moi, parce que c'est un métier d'expert, parce que ce n'est pas un métier d'exécutant, parce que c'est un métier qu'on ne doit pas laisser prolétariser, c'est aussi un engagement citoyen. Je voudrais dire un mot sur ce terme de prolétarisation. Vous savez, Karl Marx n'a jamais dit que les ouvriers étaient des prolétaires. Il a dit que les ouvriers avaient été prolétarisés au moment où on avait introduit la machine-outil, au moment où on avait créé ce qu'on appelle les 3-8 et où on avait mis l'ouvrier au service de la machine, alors qu'en réalité, il faudrait mettre la machine au service de l'ouvrier. Eh bien, je crois qu'il y a un danger aujourd'hui avec les évaluations internationales et leur hégémonie, avec les procédures qui seraient élaborées en laboratoire par les neuroscientifiques et qui devraient être appliquées d'une manière standardisée, avec le contrôle que certains États veulent exercer d'une manière extrêmement tyrannique sur les enseignants, il y a un danger de prolétariser les enseignants, qu'ils ne deviennent plus que les exécutants au service d'un système dans lequel ils n'auront plus de liberté et dans lequel ils ne pourront plus exercer leur jugement, dans lequel ils ne pourront plus être pédagogues. Et je crois qu'il nous faut lutter contre cette prolétarisation des enseignants. Il nous faut lutter contre toutes les formes de prolétarisation, d'ailleurs de tous les métiers. Tous les métiers peuvent être menacés de prolétarisation, mais les enseignants le sont, je crois, aujourd'hui, et nous devons lutter contre cela. Et c'est parce que les enseignants seront des experts qui refuseront d'être prolétarisés, qui seront des êtres, des hommes et des femmes pour lesquels il existe un véritable engagement citoyen,
le professionnel citoyen et celui qui refuse la réduction bureaucratique de sa mission à ses strictes compétences techniques d'application de procédures et qui se revendique partie prenante de son institution, partie prenante de ce qu'il fait au quotidien avec ses élèves, dans son pays comme dans le monde. L'enseignant est un expert, l'enseignant est un citoyen engagé, l'enseignant est un être qui vit avec cette volonté de transmettre, de construire l'école, d'émanciper chacune et chacun de ses élèves pour que ces élèves-là, une fois devenus adultes, puissent construire une société si possible plus juste et plus belle. Et parce que enseigner, c'est tout cela, enseigner requiert de garder tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière, quelque chose que nous appelons, nous, ici, avec une expression qui n'a peut-être pas son équivalent en espagnol, que nous appelons la part du feu. Et je terminerai par cette citation de mon collègue Régis Debray qui dit « Si nous n'avions pas d'autre source d'énergie que le bon sens, nous ne pourrions que négocier au jour le jour la déprime, chacun pour soi, comme dans un naufrage. Ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous dépasse, mais ce qui nous dépasse n'a souvent pour les gens raisonnables ni queue ni tête. On ne vit, dit Régis Debray, qu'avec un indémontrable chevillé au corps, et si tu veux aller jusqu'au bout de toi-même, préserve en toi la part du feu, la part d'enthousiasme, la part d'engagement. L'enseignant est un professionnel, il doit être un excellent professionnel, très bien formé, mais il doit être aussi un être engagé, un être qui a toujours en lui cette part du feu, cette part d'enthousiasme qu'il peut partager avec ceux et celles à qui il enseigne et ceux et celles avec qui il enseigne. Voilà, j'ai tenu à peu près le temps d'une heure qui m'était donné et je m'interromps maintenant, non sans remercier très chaleureusement la traductrice, parce que je me doute que son travail a été difficile et compliqué. Traduire simultanément un propos et une conférence comme celle-là n'est pas simple, et je voudrais lui témoigner vraiment de toute ma gratitude. Voilà.